Nous vous souhaitons la bienvenue. Donc sur ce temps d'échange sur la désinfection des points de contact dans le cadre du post-confinement de la Covid-19. Nous sommes ravis de vous, de vous voir, enfin, pour ce qu'on peut voir, mais en tout cas de vous retrouver pour certains, puisque nous avons déjà organisé plusieurs séquences sur la désinfection et l'entretien des locaux et l'application des consignes sanitaires. Voilà, aujourd'hui un focus tout particulier sur les points de contact, puisque c'est quand même ce qui est le plus, enfin, là on entre vraiment dans le détail. Et qui demande un temps important dans vos activités et qui est source de travail qui doit être source d'une attention toute particulière. Donc, le déroulement de la séquence pendant 3/4 d'heure à peu près, sur un temps d'échange à peu près 3/4 d'heure, votre formateur, donc Jean-Yves Estouff, qui se présentera, va intervenir et ce sera entrecoupé de vos questions et des échanges parce que ce qui nous intéresse dans ce système, c'est que vous puissiez poser toutes les questions qui vous intéressent. Alors, soit vous manifesterez par le chat, tout à fait sur la gauche de votre écran, à droite de la petite main, vous avez une bulle, comme une bulle de bande dessinée, qui vous permet d'ouvrir le chat et d'écrire, soit de poser votre question, soit de dire « je veux prendre la parole ». D'accord? Vous avez tout à fait sur la gauche un petit écran, je vous demande de ne pas y toucher. C'est pour partager l'écran, votre intervenant va s'en servir, c'est de cette façon-là qu'il va pouvoir vous diffuser son PowerPoint. Donc il ne faut pas y toucher, voilà, tout simplement. Et par ailleurs, la séquence est enregistrée, donc je vous le signale, c'est pour ça qu'il y a en haut à droite, il y a un petit rond rouge REC. Surtout n'y touchez pas. Ne l'éteignez pas parce que ça nous causerait souci. C'est ce qui va nous permettre, si les dieux de la technique sont avec nous, de déposer l'enregistrement sur notre chaîne YouTube CNFPT et vous pourrez, si vous y avez des points que vous vouliez revoir, vous pourrez revisionner les séquences. Et du coup, sur cette même chaîne, vous avez accès à des séquences qui ont déjà été faites et sur des thèmes divers et variés. On a fait pas mal de choses sur l'entretien, la désinfection des locaux, mais vous avez d'autres thèmes qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc, je vais être un peu là en entre du temps et en distribution de la parole. Mais n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, c'est ce qui alimente ce qui donne de l'intérêt à la séquence. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit un petit peu rapidement. Si toutefois en cours de route vous avez des problèmes de connexion, notamment de son, n'hésitez pas à vous déconnecter et à vous reconnecter après. Il arrive que ça améliore les choses. Tout comme en allant tout à fait à droite dans votre écran les 3 petits points, vous avez la possibilité de régler la qualité de la vidéo. Et en mettant en basse résolution, vous gagnez en bande passante et du coup le son peut être meilleur. Je vous ai donné toutes les astuces que je pouvais vous donner. Je vais laisser la parole à Jean-Yves qui va vous présenter le déroulé. Juste avant, comme c'est enregistré, je vais faire comme à la télé, je vais faire comme si on recommençait et après Jean-Yves, je te donne la parole. Clac. Clap de démarrage. Bonjour, je m'appelle Hélène Fayard, je suis conseillère au CNFPT Limousin. Je vous présente Jean-Yves Estouff qui va vous faire un focus sur la désinfection des points de contact dans cette période post-confinement Covid-19. Jean-Yves, je te passe la parole. Hélène, merci. Dans un premier temps, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle formule, nouvelle thématique des rendez-vous de l'actualité territoriale en Limousin. Et je ne peux que m'enorgueillir de voir que semaine après semaine, on a sinon des fidèles qui nous font confiance et qui reviennent, sinon de nouvelles personnes qui certainement trouvent au travers de ces réseaux d'information et de formation, petitement, mais au moins réponse à leurs questionnements. Voilà. Donc, Hélène, effectivement, pour bien savoir où l'on est, je crois qu'il faut se situer et se dire d'où l'on vient. Nous allons débattre ensemble d'un thème assez important,
certains d'entre nous, prégnant pour d'autres, qui a trait à comment traiter les points de contact. Le 16 mars, nous l'avons tous connu, les décisions gouvernementales du 17 mars, nous les avons tous assumées, mis en place, chacun dans nos différents secteurs d'activité, dans nos établissements, dans nos collectivités. Nous avons beaucoup réfléchi à savoir comment nous pouvions communiquer à destination des personnes qui étaient peu ou prou intéressées ou déjà inscrites dans des actions de formation. Le CNFPT a mis en place une information large à destination de chacun de ceux qui attendaient des formations en présentiel au mois de mars, avril, mai, juin. Et puis, nous avons, le CNFPT Délégation Limousin, mis en œuvre à votre destination ces rendez-vous de l'actualité territoriale en Limousin, dans lesquels nous avons jusqu'à présent débattu de plusieurs thématiques, bien évidemment en lien avec le domaine de l'hygiène et de la propreté. Et en fin de cette session, on pourra éventuellement vous donner les axes sur lesquels nous sommes actuellement en train de travailler, de rédiger d'autres domaines d'intervention qui pourraient être amenés à vous intéresser dans les prochaines semaines. Bien. Alors, nous allons ensemble alors, Hélène. Je pense qu'il faut vous expliquer, je pense que Jean-Yves est en train d'essayer de partager son écran avec son document, et c'est le temps que ça se cale. Je vous assure qu'on a essayé tout à l'heure et que ça marchait très bien. C'est pas possible. Alors, je te laisse le soin de meubler par une petite comptine dont tu as le secret. Allez. J'en profite pour dire que nous avons encore un invité mystère. S'il veut bien s'identifier, marquer son nom. Sinon, je ne peux pas faire, parce que par rapport à la liste d'inscrits, il me manque 1, 2, 3, 4 personnes. Donc, il est possible qu'il y ait 4 personnes derrière l'invité mystère et j'aurai tout le monde. Sinon, voilà, je ne pourrais pas faire l'attestation de présence. Alors. Visiblement, Jean-Yves, tu nous partages ton écran sur lequel tu vois un stagiaire ou moi. Alors, tu as perdu Jean-Yves, là? Tu me vois ou pas? Non, je ne te vois pas. Bon. Ok. Oui. Excusez-nous pour ce petit temps de calage. Jean-Yves, est-ce que tu veux que je le partage depuis mon écran? Alors, attends, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, très bien. Écoute, oui, s'il te plaît, Hélène. D'accord. Oui, c'est bon, on le voit. Voilà. Bien. Le tien. Confus auprès de tout le monde, mais les arcanes de l'informatique sont parfois impénétrables. Bien. Dites-nous si vous... Juste, Jean-Yves, dites-nous par le chat si vous voyez bien le PowerPoint du formateur. Merci.
C'est bon, Jean-Yves, tu peux y aller. C'est bon, ça fonctionne? Très bien. Bien. Oui. Donc, le CNFPT a fait appel à plusieurs intervenants dans plusieurs domaines de manière à pouvoir co-animer avec vous ces rendez-vous de l'actualité territoriale en Limousin. Me concernant, donc Jean-Yves Estoup, je suis formateur en hygiène depuis un certain nombre d'années, aucun rictus, Bruno, et intervenant au titre de la délégation Limousin CNFPT depuis quelques années également. Mais ma fonction principale, aujourd'hui, je suis affecté au poste de coordonnateur pédagogique au sein du GRETA du Limousin. Voilà. Alors, focus sur les points de contact. Je vais étayer les propos introductifs par une récente étude qui est sortie il y a quelques jours maintenant et dont vous avez certainement dû avoir accès. Alors l'inconvénient, c'est que pour l'instant, elle est en langue anglaise. Donc l'Organisation mondiale de la santé a effectivement, dans les dernières semaines, diligenté une étude mondiale sur la meilleure connaissance des différentes voies de transmission qu'a connu ou qu'utilise la Covid-19. Les voies de transmission, qu'est-ce que c'est? Si on devait simplifier, c'est tout simplement par quel tuyau, par quel truchement, par quel chemin le virus passe pour pouvoir contaminer les êtres humains. À ce stade-là, à quoi ça peut servir? Très simplement, à tomber non plus dans ce que l'on a connu depuis quelques semaines et quelques mois dans le domaine du curatif, mais envisager ce que les scientifiques subodorent, c'est que l'on puisse connaître dans les mois et dans les années à venir une certaine saisonnalité de contamination par la Covid-19. En matière de ce virus, la Covid-19 emprunte 3 chemins, c'est-à-dire 3 voies de transmission distinctes et spécifiques. La voie aérienne, dont on va certainement parler tout à l'heure, la voie parentérale et bien évidemment, ce qui est quelque part le cœur de notre intervention aujourd'hui, la voie de contact. Cependant, ces 3 voies de transmission distinctes, je le disais, mais indirectement complémentaires les unes aux autres. Donc, pour ce qui est la première, la voie aérienne, ici, c'est essentiellement une voie de transmission par l'intermédiaire de micro-gouttelettes de salive et de sueur qui peuvent transiter par l'atmosphère. Ces micro-gouttelettes, et j'en crois pour preuve un essai que j'ai fait il y a quelques jours avec des agents administratifs dans l'établissement où je suis basé, où on a mis des barrières en plexiglas devant les agents administratifs. Bon. Et en fin de journée, on a eu à constater quelque chose qu'en temps normal, on ne constatait pas. C'est qu'en fin de journée, la paroi face à l'agent est maculée de toutes petites microscopiques gouttelettes sèches en fin de journée, bien évidemment, mais qui, si on n'en prenait pas soin, au bout de quelques jours, rendrait vite cette vitre de protection type vitre cathédrale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, de taille microscopique, elles sont issues, pour la majeure partie, soit de la parole, soit de la toux, soit, au maximum, de l'éternuement. Ce qui nous sauve, c'est que ces micro-gouttelettes, on dit qu'elles sédimentent rapidement, c'est-à-dire qu'en termes de célérité d'expulsion, elles vont très très vite, de l'ordre de 4 à 600 km par exemple pour un postillon qui sort de la bouche lorsque l'on éternue, d'où l'intérêt de mettre sa main ou son coude, mais elles sédimentent rapidement, c'est-à-dire que ce n'est pas un obus de 40 non plus. C'est pour ça qu'on dit que la micro-gouttelette, elle a grosso modo entre 1 mètre et 1 mètre 50 de trajectoire avant de sédimenter, c'est-à-dire de tomber sur une surface, le sol en général. D'où l'intérêt d'avoir une distanciation de l'ordre de 1 mètre 50 minimum à 2 mètres, c'est la distance recommandée par l'OMS. Lorsque l'on éternue, on propulse dans l'atmosphère entre 400 et 600 km/h de l'ordre de 40 000 gouttelettes. Lorsque l'on tousse, une quinte de toux de 10 secondes, c'est à peu près 3000 gouttelettes que l'on va propager dans l'atmosphère. Lorsque l'on parle seul, ce que je suis en train de faire tout seul dans mon bureau
et devant mon écran, mais avec un auditoire très riche et intéressant. 2 minutes de monologue, c'est de l'ordre de 1500 micro-gouttelettes. Je parle bien de micro-gouttelettes, je ne parle pas de postillon. Le postillon, lui, il est macroscopique. On va voir cette toute petite goutte de salive qui va aller maculer l'écran de mon ordinateur. Non, non. Là, on parle de micro-gouttelettes qui, par définition, sont de taille microscopique. Pardon. La voie aérienne est effectivement connue depuis de très nombreuses années comme étant la voie de transmission privilégiée dans la transmission de certaines maladies contagieuses et la Covid-19 en particulier. L'estimation de l'OMS aujourd'hui porte à notre connaissance que dans les enquêtes sanitaires qui ont eu à être réalisées dans les différents pays, la voie aérienne représente 40% des contaminations par la Covid-19. D'où l'intérêt, pour pouvoir lutter contre ce risque de contamination par voie aérienne, de mettre en œuvre des actions spécifiques dont on a entendu parler, bien évidemment. Voilà ce qui justifie déjà, par exemple, le lavage des mains. La main qui peut être une barrière naturelle à la sortie de ces micro-gouttelettes. La désinfection des surfaces. La distanciation physique. Distanciation physique, comme on sait qu'une micro-gouttelette va sédimenter de l'ordre de 200 cm. Si ma collègue n'est pas plus de 2 mètres, en général, sauf à ce que je lui crache dessus, humour, il n'y a pas de raison que mes micro-gouttelettes de parole les atteignent. Et enfin et surtout, bien évidemment, je sais que certains d'entre vous, vous avez beaucoup de questions en la matière, gardez-les pour le chat de tout à l'heure, ce qui se justifie la voie aérienne par l'utilisation des EPI, les masques et les visières en particulier. Vous noterez ici que j'ai écrit l'utilisation des EPI et non pas le port des EPI, car on peut très bien porter un EPI, mais mal le porter. Ici, c'est l'utilisation en conformité des EPI, tels qu'ils sont rigoureusement spécifiés dans les fiches techniques de ces derniers. Première voie de transmission, la voie aérienne. Deuxième voie de transmission, la voie parentérale. Alors la voie parentérale, on pourrait se dire, oui, mais je ne vois pas trop ce que ça veut venir ici. Si. La voie parentérale, vous allez comprendre. Alors, synonyme, c'est ce qu'on appelle la voie de transmission sanguine. C'est tout simplement la voie par laquelle le virus va pénétrer directement dans l'organisme de la personne infectée. Alors, généralement, ici, il s'agit non pas d'une introduction naturelle, telle qu'on pourrait le connaître, comme tout à l'heure, par voie aérienne, le simple fait de respirer, par voie aérienne, le simple fait de recevoir une micro-gouttelette dans les muqueuses oculaires, par exemple. Non, non. Ici, c'est bien une introduction généralement accidentelle ou voulue. Vous allez voir. Cette pénétration qui est accidentelle peut être de plusieurs ordres. La plaie au bout du doigt, une écorchure au visage, ça peut. On ne va pas dire que ça ne peut pas arriver. En travaillant, ben effectivement, on peut subir ce genre de petits dommages. Cette pénétration peut être également occasionnée par un geste thérapeutique, mais pas forcément thérapeutique dans le sens où on peut l'entendre au niveau de l'hygiène hospitalière. Un geste thérapeutique légèrement invasif, qui peut être par exemple la pénétration dans le corps de matériel pas forcément toujours stérile ou stérilisé, l'aiguille d'une seringue, pourquoi pas. Une aiguille lors d'une séance de tatouage, pourquoi pas. Ou tout simplement un piercing, pourquoi pas. Actuellement, les scientifiques sont en train de se pencher sur une recrudescence effectivement possible des cas de contamination dans ces domaines-là, le tatouage par exemple, le piercing par exemple. Bon. Alors, Hélène, tu pourrais me poser la question sur les boucles d'oreilles. C'est pareil. Tu n'as pas de boucle d'oreille, Hélène? Oui, je te pose la question. D'accord, pardon, je n'avais pas de retour. Donc, on estime à 40% l'impact de la voie aérienne sur la contamination Covid-19. On estime, moindre bien évidemment, de l'ordre de maximum 5% dû à la voie parentérale. Mais enfin, 5% sur le nombre de personnes qui, à l'échelon mondial, ont été contaminées, ça représente quand même
un certain nombre de dizaines de milliers de personnes, dont on ne parle pas forcément dans les médias. Pour prévenir le risque de pénétration par voie parentérale, voilà pourquoi on va systématiquement, et j'insiste sur ce terme, procéder à une désinfection immédiate de toute plaie. Lorsque j'écris « il n'y a pas de petits bobos », je pense que vous, comme moi, nous sommes les premiers parfois à négliger. J'ouvre une ramette de papier devant le photocopieur, je me coupe avec la ramette de papier. Bon, ça attendra ce soir, et le soir arrive et on ne se désinfecte pas. Donc, sans pour autant faire le 15 à chaque petit bobo, ne négligeons pas la moindre petite plaie, peut-être une porte d'entrée par la voie parentérale. Et bien évidemment, l'utilisation de matériel à usage unique peut être un bon moyen de lutter contre cette voie de pénétration. Et enfin, et surtout, dans certains domaines, le respect des procédures d'asepsie et de stérilisation des matériels qui, eux, ne sont pas des matériels à usage unique, c'est-à-dire les matériels réutilisables. 40% pour la voie aérienne, 5% pour la voie parentérale. Il en reste une dernière et qui va nous occuper pour le reste de notre après-midi, la voie de contact. Ici, il s'agit de la transmission du virus directement par contact de, alors j'ouvre les guillemets, car c'est une traduction de cette enquête mondiale, contact par peau saine à peau contaminée ou de peau saine à objet contaminé. Voilà. On pourrait réagir sur la façon avec laquelle on considère ces termes peau saine, peau contaminée, peau saine à objet contaminé, mais j'ai préféré rester, je vais dire, dans le panache de l'étude de l'OMS. Alors, c'est vrai que si on observe les choses, la distanciation physique qui nous a été prônée par l'Organisation mondiale de la santé, relayée par nos différents gouvernements, mise en place au sein de nos différentes structures, et indéniablement, ces distanciations physiques ont limité les risques de contact de peau saine à peau contaminée, limité dans notre sphère professionnelle, et les limitant juste au simple domaine de notre sphère privée ou familiale. Bon. Concernant la Covid, 40% des contaminations qui ont été étudiées sont dues à cette voie de contact. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est face à un dilemme, à savoir que on nous a beaucoup parlé depuis le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, on nous a beaucoup parlé de la transmission par voie aérienne, mais on a peut-être un petit peu, non pas négligé, parce que la science n'avait pas tout compris, mais on a peut-être sous-dimensionné l'impact de la transmission par voie de contact. Prévenir le risque de contamination par voie de contact, c'est très simple. Le lavage des mains, on en parlait tout à l'heure aussi par rapport à la contamination aérienne, mais surtout la désinfection des surfaces et l'utilisation des EPI, et les gants en particulier, dont on aura moult questions tout à l'heure. Et ici aussi, j'ai pris la précaution de dire l'utilisation de gants et non pas le port des gants. Mais attention, la contamination de type voie de contact est toujours d'actualité, voire même peut-être plus. Ne faisons pas la Covid-19 comme étant un exemple d'essai en se disant « bon, il va falloir se laver les mains, il va falloir porter des gants parce que la Covid-19 ». Non. Il faut impérativement que l'on intervienne à un autre niveau, à une autre strate, c'est-à-dire se poser la question de lorsque l'on parle d'objets contaminés, comment va-t-on les traiter? Se protéger, nous, c'est une chose, mais traiter d'un point de vue curatif ce qui peut être contaminant, les objets, les ustensiles, les surfaces qui nous environnent, là, ça peut être tout aussi important. Et ce que l'on appelle être les objets, les ustensiles ou toute surface potentiellement contaminante, eh bien, c'est ce que l'on appelle tout simplement le point du jour, à savoir les points de contact. Juste une petite question. En retour son, ça va, Hélène? Oui, tout va bien. Bon, merci.
les anciens disaient « Un bon ouvrier entretient bien ses outils ». Je vais prendre ma collègue Hélène en exemple. L'as-tu entendu, Hélène, cette petite phrase? Oui, oui. Bonne réponse. Donc, si les anciens disaient « Un bon ouvrier entretient bien ses outils », je voudrais juste que cet après-midi, on parte du principe que nos mains, dans tous les domaines d'activité, nos mains, considérons-les maintenant comme étant les premiers outils que nous avons reçus en dotation le jour de notre naissance. Je te prends encore à partie, Hélène. Après réflexion, quelle est la seule chose que l'être humain peut faire sans avoir besoin de ses mains au moment où il le fait? Buzzer. Buzzer. Je sais pas, vas-y. La phase de repos ultime, dormir. Si vous réfléchissez dans nos deux différents domaines d'activité, on a soit en amont de la réalisation d'une tâche, soit pendant la réalisation d'une tâche, soit en aval, c'est-à-dire après la réalisation d'une tâche, on a d'une façon ou d'une autre besoin de nos mains. Partant de ce constat simple, les mains doivent être régulièrement entretenues. Régulièrement entretenues pour garantir l'hygiène portée à autrui. Et autrui, Bruno, dans cette phrase, ce n'est pas la femme du cochon. Pour garantir donc l'hygiène portée à autrui et pour garder l'hygiène de soi-même. Là, c'est du bon sens. Donc, à partir de ce moment-là, on va convenir ensemble de quelques principes simples et je vous invite à les garder au frontispice, je vais dire, de notre intervention de cet après-midi et de pouvoir le relayer entre vous vis-à-vis de vos agents. Premier principe, c'est que l'on se mette tous à bien étudier, observer et connaître les attitudes à risque manuportées. Comment je vais transmettre un point de contact? Par mes mains, oui, mais dans quelles circonstances? Savoir également se laver hygiéniquement les mains. Alors, c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, lorsque mes enfants étaient tout petits, Valentin, tu viens, on passe à table. Oui, papa. Comment est-ce que je vérifiais que mon fils se lavait les mains? Juste par le bruit du robinet. C'était flap-flap. Le contact de l'eau a un côté salvateur, a un côté, je vais dire, remise à niveau. Non, c'est pas ça un lavage hygiénique des mains. C'est pas juste un processus de contact avec l'élément aquatique et le contact et l'action de rincer. C'est pas ça. On a bien une procédure de lavage hygiénique des mains et ce aussi souvent que de nécessaire, lorsque les attitudes à risque le justifient. Par exemple, lavage hygiénique des mains à l'arrivée sur son poste de travail. Ah oui, c'est vrai. Procédure de lavage hygiénique des mains lorsque l'on s'est doté de ses vêtements professionnels. Oui, mais enfin, ça fait 2 fois. Ben oui, mais si tu n'as pas les mains propres lorsque tu vas te doter de tes vêtements professionnels propres, tu risques peut-être pas forcément de faire que du propre. Avant de mettre ses gants, et ce, j'insiste, qu'ils soient à usage unique ou des gants réutilisables. Oui, mais pourquoi est-ce que je vais mettre des mains propres dans des gants propres? Tout simplement parce que si tu utilises une boîte de gants dit jetable, c'est-à-dire à usage unique, et que tu plonges tes mimines à l'intérieur d'une boîte de gants qui en comporte 25 paires, avec des mains sales, ça veut dire que tu vas contaminer les 24 autres paires dont tu ne vas pas avoir l'usage aujourd'hui. Donc ces gants, officiellement, ils seraient rendus dits non conformes. Lavage hygiénique des mains également après avoir utilisé les gants, au moment où on va les enlever, à destination de la poubelle prévue à cet effet, pour les gants jetables, ou pour le remisage de ces gants dits réutilisables. On va également, si possible, c'est un trait d'humour, se laver hygiéniquement les mains avant d'aller aux toilettes.
Ça, c'est pour mon hygiène à moi. Mais en sortant des toilettes également, je me relave les mains. Ça, c'est pour l'hygiène des autres. Je vois certains des intervenants, des participants de cet après-midi, faire comme ça de la tête. Oui, on peut dodeliner de la tête et je vous invite à faire la chose suivante. Observez dans votre environnement, tant personnel que professionnel, les habitudes hygiéniques des personnes qui nous entourent. Très souvent, on se lave les mains avant d'aller aux toilettes, mais pas forcément systématiquement en sortant. Après tout contact impromptu avec d'autres personnes. Après le port, le contact, l'utilisation d'ustensiles ou d'outils non personnels. Annick, oui, tu peux me prêter ta monobrosse? Ah oui, je l'ai utilisée les 3 derniers jours, je suis éreinté. Je te la prête avec grand plaisir. Ben oui. Le problème, c'est qu'une monobrosse, en haut du timon, il y a des poignées. Question. Est-ce qu'il est important de considérer qu'un outil de travail peut être un point de contact? Est-ce que la monobrosse de ma collègue peut être un moyen de transmettre quelque chose, la Covid, de ma collègue qui l'a utilisée pendant 3 jours et moi-même? La réponse est oui. Enfin, à la fin du service, avant de reprendre, de quitter sa peau professionnelle, enlever les vêtements professionnels et se doter de ses vêtements personnels avant de prendre le chemin de retour pour aller à la maison. Voilà. Ensuite, je crois qu'il est important également de connaître et d'appliquer le protocole de lavage hygiénique des mains. Et non pas l'exemple de mon fils qui se lavait les mains sous le robinet vite fait lorsqu'il avait 6 ans. Utilisez également de manière raisonnée les produits hydroalcooliques. Ah, c'est tout nouveau. Aujourd'hui, on sait, la chaire dermatologique de France, qui est une entité de la PHP, les hôpitaux de Paris, a depuis quelques semaines des remontées de plus en plus nombreuses de soignants qui nous ont accompagnés dans les dernières semaines et qui ont été sur le banc 24 heures sur 24, qui ces soignants présentent aujourd'hui des problèmes et des pathologies ou des débuts d'affections d'ordre dermatologique. Pourquoi? Tout simplement parce que les soignants, eux, ils ont trinqué dans la mesure où ils ont été obligés d'utiliser pour des célérités d'exécution au plus fort de la crise de la Covid-19 dans les hôpitaux, ils ont été obligés d'utiliser des dizaines de fois par jour les gels hydroalcooliques. Et ça veut dire que sur du long terme, on n'a pas encore véritablement de retour, hein, mais sur du long terme, attention, je préconise à ce que l'on ait une manière raisonnée de les utiliser. Alors certains me diraient, entre les deux, vous préférez quoi? Objectivement, les gels hydroalcooliques n'existaient pas il y a 100 ans de ça. En revanche, un détergent dermatologique, ce que l'on appelle un savon, ça existe depuis des milliers d'années. Donc, il vaut mieux peut-être un bon lavage hygiénique des mains avec un détergent prévu à cet effet et avec une fréquence aussi souvent que de nécessaire, plutôt que de ne pas du tout se laver les mains et toutes les 5 minutes revenir à la pompe doseuse pour pouvoir se mettre un coup de gel hydroalcoolique, de gel ou de liquide hydroalcoolique. Voilà quelle pourrait être ma réponse. Bien évidemment, utiliser de manière raisonnée les gants, les EPI à usage unique ou réutilisables. Si en la matière vous avez des questions, on chattera tout à l'heure par rapport à ça. Pour l'instant, le retour son, Hélène. Hélène. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui. C'était une façon maquillée pour moi de prendre une rasade de café. Pardon. Alors, en la matière, maintenant, les points de contact. Alors, les points de contact, je me suis essayé il y a quelques semaines à faire la liste de tout ce que l'on pourrait dénommer points de contact, et ce, tant dans notre environnement personnel, à domicile, que professionnel, sur notre lieu de travail.
Et là, j'ai ouvert un fichier que je n'ai toujours pas fermé. Pour une raison très simple, c'est que on a toujours oublié quelque chose qui fait l'objet d'une évidence. C'est un petit objet que l'on a autour de nous, c'est un plan de travail, c'est un ustensile, peu importe. Mais c'est vrai que lister d'une façon exhaustive, et ce, dans tous les domaines d'activité que l'on peut rencontrer dans nos collectivités, ce qui peut être élu comme étant un point de contact, aidez-moi, ou alors bon courage. Donc, à ce stade, on va essayer de se donner une méthode, une phase de questionnement et d'observation de notre environnement. Cette question, elle est très simple. C'est qu'est-ce qui, dans votre environnement, peut être régulièrement touché par autrui, avec des mains sales, sans que cela n'éveille vos soupçons en termes de risque de contamination. Et là, la liste, vous allez comprendre pourquoi j'ai écrit qu'elle n'était pas exhaustive. Alors, on pourrait effectivement, si nous avions, au travers des rendez-vous de l'actualité territoriale en Limousin, un petit peu plus de temps ou d'autres moyens. Il y a eu une réunion récente avec certains de nos collègues qui nous ont instillé l'idée d'avoir un buzzer. Pourquoi pas? On peut utiliser les téléphones portables. Pourquoi pas? On va gagner du temps et on va aller droit au but. Qu'est-ce qui peut être souillé par moi-même ou par autrui? Pensez d'abord au mobilier qui vous entoure. Le simple plateau de mon bureau n'est pas a priori contaminant pour moi dès lors que je suis le seul à être assis devant mon bureau. Certes. Maintenant, mon collègue arrive et mon collègue postillonne. Mon bureau ne va pas être immédiatement entretenu après la chute du postillon sur le plateau de mon bureau. Et puis, quelqu'un d'autre va venir, la banque d'accueil. Quelqu'un va s'appuyer avec des mains pas forcément propres sur la banque d'accueil. Donc, pensez au plateau au sens large du terme. Les tiroirs, c'est un moyen astucieux de pouvoir ouvrir un lieu de rangement. Ben oui, mais généralement, on ne passe pas la main par le dessous. Il y a une poignée. La poignée peut être souillée, donc contaminante. La poignée de réglage du fauteuil. Les accoudoirs peuvent être des éléments, des petits artifices mobiliers qui peuvent être considérés comme potentiellement contaminés, donc contaminants. Tout ce qui peut être contaminé, donc contaminant, est éligible au statut de point de contact. Les aménagements intérieurs, oh, c'est facile. Les poignées de porte, les poignées de fenêtre, les stores, les bannes, les enrouleurs de stores, etc., etc. Là aussi, ça peut être éligible à des points de contact. Les ustensiles administratifs, les trousseaux de clés, la clé de service, la clé du coffre, la calculatrice, le tampon encreur, le stylo, le taille-crayon. Bon, on peut tailler plus les crayons, on a des critériums maintenant. Mais voilà, ça peut être. Les matériels bureautiques, alors bien évidemment les combinés téléphoniques, les claviers, les souris. Un petit organe que l'on se prête de collègue en collègue. Dis donc, Hélène, tu peux me donner le fichier du DUL parce que ben là, ça passe pas. Je t'ai envoyé un mail, tu ne le reçois pas. Pas de souci. On ne se doute pas que la clé USB, elle a traîné où? Elle dort où? Elle est touchée par quelle main pour être mise à disposition de qui? Ça peut être un point de contact potentiel. Les matériels électriques, bien évidemment, tout ce qui est fil, les allonges électriques, bien évidemment, les points de contact qui allument ou qui éteignent la lumière dans une pièce, les interrupteurs, les boutons de sonnette, les boutons d'appel, ils sont nombreux. Les matériels électroniques, ah ça c'est vicieux. La télécommande pour baisser le store de la baie vitrée, les téléphones portables, les écrans tactiles que l'on peut rencontrer aujourd'hui devant le boîtier de commande de nos photocopieurs, les écrans tactiles que l'on peut avoir directement sur nos systèmes électroniques, les écrans tactiles que l'on peut avoir maintenant embarqués dans la flottille de véhicules de la collectivité. Pourquoi pas? Les matériels des agents qui sont mandatés à remettre en état. Oui, je parlais tout à l'heure la petite anecdote de la monobrosse, mais pourquoi pas? Les poignées des chariots de lavage, les manches, les pulvérisateurs, les hampes d'aspiration,
on peut. Les véhicules de service, oui. Les clés de contact. Le véhicule de service, par définition, puisqu'il est de service, il peut être à destination de plusieurs utilisateurs. Ouais. La seule chose qui va être commune, ce n'est pas forcément que le véhicule, c'est aussi la clé de contact. Les poignées, le pare-soleil, le rétroviseur intérieur. Pardon. Les sanitaires, bien évidemment, encore plus peut-être. Pense-t-on aux manches de la balayette comme étant un point de contact potentiel? Non, parce que très souvent, dans nos collectivités, on ne sait même pas que la balayette existe, ou tout au moins on la voit, mais on la néglige, chose que l'on ne fait pas à la maison. L'abattant de WC, si tant est que la cuvette en soit équipée. Bien évidemment, le bouton de chasse d'eau. Bien évidemment, les éléments de robinetterie, même si c'est un bouchon poussoir, peu importe. Les ascenseurs, les moyens d'élévation, les boutons d'appel, les boutons de sélection d'étage, les mains courantes peuvent être des points de contact. Et puis, concernant le formateur, c'est bien connu, Hélène, ça c'était un clin d'œil pour toi, puisque tu me le fais souvent remarquer. Je suis souvent avec ma tasse à café et ma cigarette électronique. Une objection, Hélène? Non, non, pas du tout. Enfin, ceci dit, ça ne se prête pas vraiment à la cigarette électronique. Oui, c'est vrai. Mais je peux m'auto-contaminer. Bien, alors, nous avons vu que la liste à l'après-vert des points de contact est difficile à élaborer. Chacun d'entre vous, vous pouvez faire la vôtre et tous réunis, vous serez certainement meilleurs que votre serviteur aujourd'hui en la matière. Maintenant, après avoir dénommé les points de contact, avoir essayé de se donner une méthode pour les identifier, comment va-t-on les traiter? Parce que c'est bien ça aussi le cœur de notre après-midi. Le traitement des points de contact est un traitement qui doit être considéré par l'agent comme étant un traitement spécifique avec une fréquence qui nous est donnée par les modes opératoires nationaux. Les modes opératoires, je rappelle qu'ils sont nombreux et multiples. Les tout premiers qui sont sortis sont les modes opératoires sanitaires du ministère de l'Éducation nationale. Dans la chronologie des événements, le tout premier, c'est le mode opératoire sanitaire pour les groupes scolaires et pour les collèges. Un gros pavé de 53 pages. Très intéressant au demeurant. Quelques jours plus tard, le même mode opératoire, mais pour les établissements de type lycée et établissements supérieurs. De 53 pages, on était passé à 49. Très intéressant également. Quelques jours plus tard, le ministère d'en face, le ministère du Travail, a sorti son propre mode opératoire. Parfois, contrecarrant des préconisations de l'Éducation nationale, mais peu importe. On ne va pas être provoque, on va se dire complétant, grosso modo, la panoplie de réflexion et d'actions à mettre en œuvre. Et puis, progressivement, ça s'est essaimé, le ministère de l'Agriculture, et puis, je salue ici également, à un niveau infra, certaines collectivités territoriales qui ont eu le courage de mettre en chantier des outils de communication à destination de leurs agents. Et en ce qui concerne la région Nouvelle-Aquitaine, la région a beaucoup travaillé et a produit son propre vadémécum en produisant un mode opératoire général à destination des agents de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais dans tous les cas de figure, le dénominateur commun concernant les points de contact est, concernant la fréquence, la chose suivante. Désinfection systématique à minima une fois par jour des points de contact, à minima une fois par jour, donc minima quotidienne, ou, si plus et affinité, autant de fois que de nécessaire. Donc vous voyez bien qu'ici on ne rigole pas. Passer l'aspirateur une fois dans le bureau du chef, une fois par semaine, d'accord. Les points de contact, à ne surtout pas négliger dans leur fréquence. La technique de mise à mettre en œuvre concernant le traitement des points de contact, alors sauf à ce que la surface soit faite d'un matériau très particulier et spécifique, auquel cas il faut se référer à la fiche technique du dit matériau, mais sinon, sans contre-indication, la technique à mettre en œuvre pour le traitement des points de contact est la technique dite de essuyage humide.
Cette technique, je vous la rappelle, elle va nécessiter la mise en œuvre de 3 choses. Concernant le matériel, il nous faut un pulvérisateur. Quelle couleur, Hélène? Tu veux. Donc, j'ai un retour. Concernant le matériel, il va nous falloir un textile d'essuyage. Alors ici, je ne suis pas forcément un bon élève parce que je tape directement sur la, je ne fais pas de publicité, la chiffonnette de type microfibre, qui a quand même un certain coût, tant environnemental, parce que ça consomme beaucoup d'énergie à la fabrication, mais ça a aussi un coût, je vais dire, bêtement économique au niveau de son achat et de la dotation pour la collectivité. Mais un textile... Si tu veux qu'on te voit, excuse-moi Jean-Yves, si tu veux qu'on te voit, peux-tu cliquer sur ta petite caméra? Tu sais, en vignette. Oui. J'ai disparu? Ah merde, oui, tu as disparu, pardon. Parce que je sais que tu fais la démonstration, c'est pour ça que je te demandais de réapparaître sur le... On ne voit. Oui, on te voit. Par contre, on ne voit plus ton PowerPoint. Voilà, super. Merci. Je ne t'entends pas. Le son est compliqué là. Donc, le micro ne serait pas coupé par là? Je suis revenu. As-tu un retour son? Oui, là, je t'entends bien là. Donc, voilà le pulvérisateur jaune et voilà la chiffonnette ou le ciel. On est bien d'accord? Oui, d'accord. Allez, je vais revenir à l'écran. Nous sommes revenus à l'animation, Hélène, ou pas? À l'animation, tout à fait. Très bien. Donc, nécessiter 3 choses, je disais il y a quelques minutes. Pour le matériel, un pulvérisateur et un textile d'essuyage. Toujours plié en 4, on verra ça tout à l'heure si l'on a des questions autour de cette technique. Concernant maintenant le produit. Le produit, il nous faut systématiquement un produit de spectre désinfectant virucide. Il est reconnaissable tout simplement à ce qu'il réponde aux exigences de la norme européenne, qui est la norme EN 14476. Pourquoi cette norme? Tout simplement parce que les produits virucides EN 14476 sont des produits qui ont un fort pouvoir rémanent. La rémanence, c'est la persistance dans le temps de l'efficacité d'un produit après disparition de son état. J'adore cette phrase, Hélène. C'est une phrase que l'on peut caser en fin d'un repas de famille. Donc, on peut utiliser un produit désinfectant virucide et qui répond à la norme EN 14476. Mais on peut également, et le législateur nous en donne l'autorisation, c'est l'une des rares fois où dans les 15 dernières années, j'ai relu l'existence de l'eau de Javel, on peut effectivement, à défaut de EN 476, utiliser de l'eau de Javel. Attention, pas n'importe comment. Un taux de dilution très spécifique, dont je vous ai mis les particularités entre parenthèses, et bien sûr, pour un volume de dilution de 4 litres et toujours à l'eau froide. Toujours à l'eau froide, le chlore pour désinfecter. Voilà. Alors, pourquoi l'eau de Javel pas systématiquement? Pour une raison très simple. C'est que autant les produits virucides EN 14476 ont un pouvoir rémanent de l'ordre de plusieurs minutes, une fois qu'on les a apposés sur une surface, en clair, ils continuent à faire effet une fois qu'ils ont disparu. Voilà ce que ça veut dire.
Autant donc les EN 14476, c'est de l'ordre de plusieurs minutes, autant l'eau chlorée, la javel pour ne pas la citer, c'est quasi nul, c'est de l'ordre d'une quinzaine de secondes. 15 secondes, une fois que tu as essuyé ton interrupteur mural et que tu vois la petite trace d'humidité s'évaporer, 15 secondes plus tard, la surface peut devenir à nouveau infectante. Voilà ce que ça veut dire, la rémanence. Et enfin, la mise en œuvre au travers de la technique. La technique, ici, c'est très simple. C'est je vais apposer mon produit de mon pulvérisateur par une brumisation sur mon textile et ensuite, je vais essuyer la surface que j'ai à traiter. Et non pas, tel qu'on le voit très souvent, les agents qui, dans nos bureaux, dans nos collectivités, ont le pulvérisateur en main, vont sulfater allègrement une surface, un matériel, un ustensile ou un objet, et puis ensuite s'échiner pour essuyer le trop plein d'humidité qu'ils auront propulsé dessus. Non, la technique dite d'essuyage humide, c'est le produit est pulvérisé sur le textile d'essuyage qui ensuite va servir à essuyer consciencieusement la surface, le point de contact que l'on veut traiter. Alors, paf. Hélène? Oui. Me revoici. Je crois qu'à ce stade, il est peut-être important de permettre aux formateurs de boire un coup d'eau et surtout de laisser le temps à nos différents participants de nous poser des questions. Oula, je vois que le chat a été bien achalandé. On a déjà 19 questions. Il n'y a pas de questions d'attente pour l'instant, mais je vous invite, alors soit rebranchez vos caméras pour qu'on ait un retour et quand même qu'on puisse se voir, et vous signaler si vous souhaitez poser une question, soit demander un approfondissement d'un point que votre formateur aurait, que vous souhaiteriez qu'il développe, soit quelque chose auquel nous n'aurions pas pensé. Donc, je vous rappelle, le chat, c'est la petite bulle qu'il y a à gauche, en bas à gauche de votre écran. Voilà. Merci, Emmanuel. Pourriez-vous approfondir la technique pliée en 4? Oui, Emmanuel. Il n'y a pas besoin de nettoyer les points de contact avant désinfection. Très bonne question, j'y répondrai juste après le pliage en 4. Pourquoi plier en 4? Alors là, je vais prendre un peu de recul, si vous acceptez, et je vais vous montrer. Que j'utilise une chiffonnette, une lavette, ou pire, un textile d'essuyage de type microfibre, j'ai deux façons d'aborder l'usage de mon textile. On va avoir ce que j'appelle familièrement, vous m'entendez, Hélène, c'est bon? Oui. On va avoir ce que l'on appelle familièrement le chiffon boule. Ce que l'on fait sur la table de nuit, sous le radio-réveil, une fois par semaine, on est bien d'accord, ou sur les étagères, là où on pose les bibelots que la belle-mère s'échine de nous rapporter de ses vacances à Royan tous les ans. D'accord. Sauf que, à partir du moment où je vais utiliser mon textile non discipliné, c'est-à-dire le textile en boule, si je veux maintenant ne pas risquer de contaminer une surface numéro 2 venant du traitement de la numéro 1, je vais avoir quelques soucis à savoir où se trouvent les salissures. Deuxième technique, je m'astreins à plier, ça fait très Gérard Majax ce que je fais là, je m'astreins à plier méthodiquement mon textile d'essuyage en 4. J'insiste, là, pour les besoins de notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai utilisé une chiffonnette toute neuve. Mais vous savez, dans mon établissement, qui est un type de type lycée, nos collègues, les lingères, ont l'usage de ne rien jeter. Je vois que David arbore un joli calot, qui est certainement un calot de cuisinier. Bonjour David. Ouais, super.
Donc, vous avez dû connaître, les cuisiniers, ce genre de grosses cotonnades qui autrefois servaient au niveau des vaisseliers à essuyer les plats et les rondeaux. Bon, nous, on ne jette rien. Là, ça a été fabriqué pour. Ici, c'est un vieux torchon qu'on a coupé, on en a fait un carré. Pas de souci, c'est de la récupération. Ça, c'est bon pour le budget. Pourquoi utiliser la chiffonnette en 4? Pour une raison très simple. Je déballe le matériel. Si j'utilise mon chiffon à plat et non pas en boule, la surface d'un chiffon à plat est de fait supérieure en point de contact à un chiffon en boule. Donc ça veut dire que je peux travailler plus vite. Ça, c'est un argument qu'entendent certains agents. Deuxième chose, partant du principe que lorsqu'on pousse un véhicule qui est tombé en panne d'essence, si ça t'arrive, Hélène, t'as qu'à y mettre de l'essence à l'intérieur, on ne va jamais pousser et transférer une force avec les doigts fermés sur la carrosserie de la voiture, mais sur les mains ouvertes. Donc ça veut dire que si j'ai besoin de frotter énergiquement, j'ai, pour même quantité d'énergie musculaire dispensée, plus d'efficacité à travailler main à plat plutôt que poing fermé. Mais enfin et surtout, il y a une troisième utilité à cela. Vous l'avez compris, je pulvérise mon produit désinfectant, ou pour commencer à répondre à Véronique, je crois, un produit détergent désinfectant. Et je traite un premier interrupteur. Et pour bien matérialiser le côté souillé par ce que je viens de faire sur ce premier interrupteur, je mets la croix. Bon. Si j'utilise un chiffon boule, il m'en faut un deuxième pour faire un deuxième interrupteur. Plié en 4, je ferme le sale sur le propre et j'arrive à une deuxième chiffonnette que je vais souiller en faisant un deuxième interrupteur, une deuxième surface, un deuxième point de contact. Ah oui, ah, tout à l'heure, il m'en aurait fallu un deuxième. Oui, mais tu vas voir. Maintenant, au deuxième passage, je ferme le sale sur le propre et j'arrive, miracolo, à une troisième chiffonnette que je souille. Bon, c'est bon, vous avez compris. Et au bout du troisième chiffonnette, je ferme le sale sur le propre et j'arrive à une quatrième chiffonnette. Ça veut dire que la technique dite de l'essuyage hospitalier, ce que je suis en train de vous singer et que je théâtralise, c'est quelque chose qui est bien connu chez nos collègues les soignants. C'est quelque chose qui peut avoir une importance. Tu travailles à plat, tu as plus de force, tu vas plus vite et surtout, l'avantage, tu vas consommer infiniment moins de textiles qui risquent en fin de journée d'interdire aux lingères de sortir de l'établissement. Alors, Céline, Emmanuel, ai-je répondu à votre question? Oui, oui, tu as répondu. Céline nous demande si il est utile de nettoyer les points de contact avant de les désinfecter. Alors, j'allais y venir. La réponse est oui. Maintenant, c'est de la bonne connaissance de chacun d'entre nous des catégories et des familles et les types de salissures. Voilà. Je rappelle que une surface grasse n'a pas forcément besoin d'être désinfectée. D'accord. Mais à l'inverse, une surface souillée n'a pas forcément besoin d'être détergée, c'est-à-dire dégraissée. Bon. Donc ça veut dire ici, on va serrer différentes catégories de salissures. Et on va se donner des exemples. Il est évident que quelqu'un qui va sortir des toilettes, je vous laisse imaginer les salissures biologiques possibles. Quelqu'un qui va sortir des toilettes, qui va prendre la poignée de porte à pleine main, qui au préalable aura, je l'espère, tiré la chasse et qui va éteindre la lumière du bloc sanitaire, il est évident qu'ici, on va avoir obligatoirement besoin d'une désinfection systématique. Si en revanche, on est face à un élément de robinetterie, que nécessairement on va toucher en amont de se laver les mains, c'est-à-dire lorsque généralement on a les mains poisseuses avec du sébum et de la sueur. Là, c'est complètement différent. On a effectivement
une salissure d'ordre bactériologique, bactéries ou virus, mais on a surtout des corps gras. Voilà. Donc ici, il faudra obligatoirement nettoyer avant de désinfecter. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque je disais traiter les points de contact, point numéro 1, c'est le pulvérisateur, le textile d'essuyage. Point numéro 2, c'est le bon produit. On peut avoir des produits virucides tout seul, comme on peut avoir des produits à spectre de 2 actions, c'est-à-dire détergent et désinfectant en même temps. Alors là, c'est Top Gun, pas forcément pour le budget, mais ça existe. Est-il possible de nettoyer le sol ou les vitres avec un nettoyeur vapeur? Le sol, oui. Les vitres, non. Il n'y a pas les problématiques de gouttelettes? Si. Alors, la vapeur est un très bon moyen de désinfection, mais qui a un inconvénient lorsqu'il est propagé en hauteur ou lorsqu'il est propagé sur des surfaces vitrées. Je m'explique. Partant du principe que nous sommes à la surface d'une planète qui connaît la gravité, où tout ce qui est à hauteur a vocation de tomber plus bas, effectivement, on va propager de l'eau vaporisée qui va changer d'état, qui va passer de son état liquide à son état gazeux, mais qui nécessairement va être projetée sous la forme de petites gouttelettes microscopiques, mais qui automatiquement vont peut-être potentiellement traiter une surface pour aller en salir une autre en point plus bas, ou qui vont traiter une surface et parce qu'elles vont se réunir les unes contre les autres, ah, tu fais quoi toi? Ben moi je suis une copine gouttelette et toi je suis une autre copine gouttelette, vont donner des salissures avec des coulures. Donc si on doit traiter d'un côté pour être amené à intervenir en plus de l'autre parce qu'on vient de salir quelque chose, objectivement, bénéfice temps agent, c'est pas génial. Deuxième chose, concernant la vapeur sur les vitres, expressément sur les vitres, attention, il faut savoir que l'ennemi de l'entretien d'une surface vitrée, c'est la calorie, c'est-à-dire la chaleur sous toutes ses formes. Hélène, il t'arrive à la maison de faire les vitres chez toi? Oui, c'était la réponse que j'attendais. Tout le monde sait que l'ennemi de celui qui décide de faire ses vitres, c'est la vitre qui est chauffée en plein soleil. Non, tout le monde sait. Oui, fais comme ça, Hélène. Donc, ça veut dire qu'une vitre, par définition, une surface vitrée, s'entretient toujours à froid. Et que si on a besoin d'une adjonction d'un produit ou d'un diluant qui s'appelle de l'eau, c'est toujours à froid. Plus tu vas chauffer une surface vitrée, plus tu feras de traces en la frottant. Et alors là, on est champion du monde, puisqu'on va bombarder une surface vitrée avec de l'eau à une température supérieure à 100 degrés. Voilà. Donc, la vapeur, j'élargis la possibilité, c'est un super moyen qui peut être mis à profit, par exemple, dans les milieux sanitaires. Parce que la vapeur a aussi un avantage, c'est qu'elle peut faire imploser les molécules de calcaire, c'est-à-dire le tartre. D'autres questions? Ah, je m'y attendais à la question de l'aspirateur, je m'y attendais. Alors, du coup, est-ce que tu veux, tant qu'on est dans les outils entre la vapeur et l'aspirateur, est-ce que tu veux répondre sur l'aspirateur? Après, on reprendra le cours des questions au-dessus. Oui, mais quelle est-elle la question? Pouvons-nous utiliser un aspirateur, oui ou non? Bon. Je ne vous ai pas abreuvé de chiffres, je ne vous ai pas abreuvé de dizaines de millièmes de millimètres, mais il faut savoir que effectivement le coronavirus est tellement petit que moins on fait de courant d'air, mieux on se porte. Voilà, ça c'est un principe de base. Que aujourd'hui, les systèmes d'aspiration dont nous sommes dotés dans nos collectivités, sauf les aspirations centralisées, voilà, ne sont pas recommandés, pour une raison très simple. Un aspirateur, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur avec une turbine qui va
aspiré d'un côté, au milieu, il serre les dents pour garder les morceaux, c'est le filtre, et tout l'air qu'il a aspiré d'un côté, il va le faire ressortir de l'autre. Aucun système de filtration aujourd'hui éprouvé, même dans le domaine chirurgical, même dans le domaine aéronautique et encore moins pharmaceutique, sont utilisés. J'en crois pour preuve. Le jour où vous allez voir votre belle-sœur qui vient de faire un joli petit bébé, vous allez à l'hôpital. Avez-vous déjà vu des aspirateurs en milieu hospitalier? Non, ils y sont interdits. Donc ici, moi, la recommandation que je fais, pour l'instant, la priorité dans nos collectivités, ce n'est pas l'aspirer, le paillasson, toutes les semaines devant le bureau de mon chef de service. Elle n'est pas là, la priorité sanitaire. La priorité sanitaire, c'est tout ce qui peut être potentiellement infectant. Et l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'était les points de contact. Alors, une question qui me paraît très intéressante de la part de Véronique, qui nous dit, à la mairie, on nous donne une éponge pour essuyer les tables de l'école avec le produit. Le produit désinfectant, je suppose, le produit Covid. Est-ce que c'est normal? Tu dois passer dans un tunnel, je n'ai pas entendu la question. Je plaisante. Je ne me permettrai pas d'utiliser le terme de normalité. Je vais dire qu'aujourd'hui, on préconise ça, pour une raison très simple. C'est qu'en fin de service, en fin de journée, ça va être traité à 60 degrés avec une poudre lessivielle prévue à l'effet de désinfecter les textiles qui ont servi à collecter toutes les salissures de l'établissement. Une éponge, on ne peut pas désinfecter une éponge. Alors certains, je les ai connus, se sont retranchés en disant « Mais étant donné que mon éponge, elle va systématiquement baigner dans mon eau de lavage avec mon produit désinfectant, de fait, elle sera désinfectée. » Peut-être, mais non. La réponse, l'éponge aujourd'hui, en la matière, est complètement à proscrire. J'ai répondu sans dire c'est normal. On peut mieux faire, tout au moins. D'accord. Comment désinfecter un parquet bois véritable? Alors, il n'existe qu'une seule technique pour désinfecter le bois. Le bois, ce sont des fibres de cellulose qui sont accolées les unes contre les autres lors de la croissance de la plante dont on va se servir ensuite pour faire un parquet. La seule technique éprouvée pour désinfecter du bois, c'est d'y mettre le feu. Désolé. Le bois est un matériau qui est impossible à désinfecter. C'est d'ailleurs pourquoi, et là je prends notre ami David, notre cuisinier. Hein, c'est ça David, hein, cuisine? D'accord. Le cuisinier, je vous prends à témoin. C'est d'ailleurs pour ça que dans ce cadre-là, en 2004, l'HACCP a demandé à ce qu'on limite, voire même que l'on interdise définitivement, voilà, tous les ustensiles que l'on a à la maison, de style les baguettes, de style les spatules de cuisson, etc., ou les pinces de préhension en bois. Donc un parquet, même s'il est en chêne véritable, malheureusement, on ne peut pas désinfecter du bois. Et du coup, comment peut-on le traiter au mieux? Alors certains se sont essayés à passer régulièrement avec une vulgaire serpillière ou un bandeau de lavage avec de l'eau légèrement javelisée. Très bien, on va désinfecter la partie sommitale de notre parquet, c'est-à-dire la cire ou l'émulsion. Oui, mais le problème, c'est que si la cire et l'émulsion commencent à être fatiguées, ça veut dire que le chlore va commencer à pénétrer dans les fibres du bois. Le bois, lui, n'attend que ça pour pouvoir se réhydrater et on va avoir un rendu disgracieux, puisqu'on sait très bien que si tu veux délaver le tanin d'un bois, tu n'as qu'à y mettre une goutte d'eau de javel dessus. Alors, Véronique nous dit, nous nettoyons avec du Major C1000, Oui. puis avec la javel, et ensuite nous mettons le produit Covid. N'est-ce pas trop? Alors, par définition et par principe de précaution, on ne mélange jamais deux produits entre eux. Ils peuvent avoir des effets complémentaires, je comprends bien. Alors bon, je ne parlerai pas de produits si Véronique l'accepte,
parce que dans mon domaine d'intervention, je ne donne jamais de marque, ça pourrait être mal interprété par les uns ou bien interprété par les autres. Mais on va dire qu'en l'occurrence, ici, vous faites appel d'abord à un produit qui a un domaine d'efficacité de la détergence, donc dégraissé, pour faire simple, que vous allez compléter avec un produit désinfectant. Bon, très bien. Mathématiquement, ça pourrait fonctionner. Sous réserve de est-ce que vous avez bien vérifié la compatibilité des deux produits entre eux? Première question. Est-ce que le premier produit ne risque pas de rentrer en conflit chimique avec le deuxième produit dès lors qu'ils vont se mélanger entre eux? Troisièmement, si c'est le cas, quid de la réaction chimique pour l'environnement? Alors l'environnement, je parle votre environnement immédiat, vous, agent Véronique, et notamment pour vos voies pulmonaires. Donc ici, par principe de précaution et par convention, on ne mélange jamais deux produits entre eux. Même si je comprends bien que Véronique veut bien faire, c'est-à-dire utiliser le premier produit et le deuxième produit, mais plutôt que de l'utiliser à l'ancienne, c'est-à-dire on utilise l'un en premier et l'autre en deuxième, eh bien en un seul passage et en mélangeant le tout, on considère que non, c'est pas comme ça. Donc la réponse est non, Véronique. Vous faites, enfin, vous voulez bien faire, tous, j'en suis sûr, mais attention. Et puis nous avons une question sur les fauteuils en tweed. Ah, alors là, en revanche, comment désinfecter? Oui, là, en revanche, on va ressortir notre machine à vapeur de tout à l'heure. Autant les différentes gammes de produits et de machines à vapeur qui existent sur le marché, tant à des fins domestiques que professionnelles aujourd'hui, sont toutes équipées de têtes de nettoyage de textiles. Alors certes, il faut y aller doucement, c'est-à-dire toujours commencer par un endroit qui n'est pas à la vue directement de l'utilisateur, l'arrière du dosseret par exemple, ou bien un coussin, pourquoi pas. Mais la vapeur est un bon moyen pour désinfecter les textiles. Aujourd'hui, bon nombre de codes d'activité, je vois dans les salles de cinéma, dans les salles de concert, dans les salles de spectacle, dans les théâtres, etc., etc. On ne s'échine plus à frotter les moquettes comme on le faisait autrefois avec un produit détergent et désinfectant. Non, aujourd'hui, on a des machines à vapeur basse tension et qui ont surtout l'avantage d'avoir pour les agents un rendement redoutable. Ça peut être utilisé sur les moquettes? Oui, tout à fait. Isabelle. Oui. Alors, là aussi, toujours se référer au mode d'emploi de quelque chose. Si quelqu'un a mis en fabrication quelque chose, il n'a pas eu l'autorisation de converser et de commercer avec une collectivité à partir du moment où il n'a pas écrit les données techniques de la chose. Ça vaut pour le mode d'emploi d'un ordinateur, d'un vidéoprojecteur, d'un camion poubelle, comme ça vaut tout simplement d'une moquette en collectivité. Donc ici, on va être frappé de bon sens. On ne va pas commencer à bombarder à 110 degrés une moquette avec une machine à vapeur qui distille 10 bars de pression. On va y aller doucement, d'accord, au niveau des normes techniques, mais rapidement en termes de passage. Parfois, je vois certains agents qui s'échinent à garder le nettoyeur vapeur et ils ciblent la tâche en se disant plus je vais rester longtemps dessus, plus la tâche va disparaître. Oui, c'est vrai. Mais au séchage dans 3 jours, on aura une boursouflure au niveau de la moquette. On aura traité la tâche, mais par contre, on aura mangé la colle que le solier moquettiste a déposée au moment de pose du sol. Mais on n'a plus de tâche. Peux-tu repréciser combien de points de contact on peut faire avec le chiffon plié en 4? 4. Mais 4 de familles différentes. Je vais vous prendre un exemple. La question est très pertinente. Merci Michel. Merci à tout le monde aussi. Je suis dans un sanitaire où j'ai 4 petits box. Je suis dans le milieu scolaire, par exemple. 4 petits box avec, pourquoi pas, 4 interrupteurs muraux. Je peux consommer 1, 2, 3, 4, bon, vous avez compris, une chiffonnette pour faire les interrupteurs de ces 4 box. D'accord.
Mais là, c'est dans le cas où je traite mes box avec un certain délai. Maintenant, rien ne m'interdit de traiter ponctuellement zone par zone dans les 4 box différents. Et je vais avoir cette première partie, par exemple, suffisamment humidifiée. J'ai dit humidifié, je n'ai pas dit mouillé. Pensez que derrière une plaque en plastique d'un interrupteur, vous avez quand même du 220 volts qui potentiellement peut passer. Voilà. Donc, je peux très bien traiter avec ma même surface mes 4 interrupteurs. Ensuite, c'est du bon sens de l'agent. Si vous voyez que le premier interrupteur frotté, essuyé consciencieusement, va laisser une coloration de votre textile qui fait que lui, il a capté toutes les salissures, eh bien, on ne va pas en tartiner sur l'interrupteur numéro 2. On va tourner. Voilà. Ça va, j'ai répondu? Alors, Véronique me dit, nous avons des barrières à l'extérieur et l'on nous demande de mettre du produit anti-Covid, même s'il pleut. Oui. Voilà. Tu peux développer? Non. Que va faire la pluie sur une main courante extérieure? Rien. Ça va mouiller la surface, mais on n'aura pas l'effet chasse d'eau sur de l'infiniment petit qui peut être une bactérie ou un virus. Ici, il est illusoire de considérer, c'est un petit peu l'exemple de mon fils quand il était enfant, que je vous singeais tout à l'heure, on voue beaucoup de qualité à l'eau. Le simple contact de l'eau, ça y est, c'est lavé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Votre surface de votre rambarde ou votre main courante vous paraît lisse, Véronique. D'accord. Dans l'infiniment petit, c'est des montagnes, des cuvettes, des petits recoins, des petites griffures, des petits impacts, dans lesquels, au plus profond de ces infractuosités, on y retrouve tout et n'importe quoi dans le domaine bactériologique et dans le domaine viral. Donc, le simple fait qu'une grosse goutte d'eau qui tombe d'un nuage, qui rebondit sur la rambarde et qui va tomber dans la voirie, sur la voirie, vous considérez que ça suffit pour éliminer le virus. Là, par contre, c'est une erreur. Il faut traiter chimiquement le problème. Donc, utiliser le produit Covid-19, même par temps de pluie. Là, il n'y a pas de saisonnalité, malheureusement. Alors, nous avons aussi la question de la désinfection des livres qui pose les questions de réouverture des bibliothèques et du retour des livres qui ont été empruntés. Le papier, c'est de la fibre de cellulose. Et j'en ai parlé il y a 3 minutes avec votre parquet en chêne massif. La fibre de cellulose ne peut pas, est un des rares matériaux naturels que l'on ne peut pas désinfecter, hormis en le montant à très haute température. Au bout d'un moment, un bouquin, ça prend feu. Bon. Donc ici, on va plutôt non plus être sur le versant curatif, mais on va être plutôt sur le versant préventif. C'est ainsi que beaucoup de nos collègues bibliothécaires, documentalistes dans nos établissements, aujourd'hui, ne mettent plus à disposition de choix directs ou de recherche directe aux usagers. Et c'est la personne chargée de la gestion documentaire qui va faire elle-même les recherches et qui va aller chercher elle-même le livre qu'on lui a demandé. Ok. Ensuite, imaginons que le livre t'intéresse, Hélène. Tu le retiens pour la quinzaine qui arrive. C'est ton droit. Mais c'est au moment où il va revenir dans la bibliothèque ou au CDI que là, on va le mettre en temps de latence. C'est-à-dire que ce livre, même s'il est réintroduit dans les stocks, on va le laisser à minima pendant 24 heures avant que l'on le remette en rayon à disposition des agents au niveau du tri ou tout simplement à destination d'un nouvel adhérent de la bibliothèque qui va venir le chercher. Deuxième solution, là aussi c'est du préventif. Si on ne peut pas faire autrement, on va tout simplement faire ce que l'on faisait autrefois quand on était collégien, Hélène. Tu t'en souviens? C'est fin de mois d'août où on était obligé de plastifier les couvertures de nos manuels scolaires. Eh oui, c'était pas sympa. Moi qui ai horreur de faire des paquets cadeaux. Bon,
Donc, aujourd'hui, on peut tout simplement mettre en consultation les livres revêtus d'un blister plastique. Pourquoi pas? C'est-à-dire, on va mettre une barrière qui, elle, est facile à désinfecter entre la mimine du lecteur potentiel et puis la page faite en papier. Faut-il beaucoup de microfibres? Non, je ne pense pas que c'est ce que j'ai laissé entendre tout à l'heure. D'ailleurs, je l'ai dit à un moment. J'ai pris ça parce que j'avais ça sous la main, mais un textile de récupération peut très bien faire l'affaire. Hein. Maintenant, si votre budget le permet, investissez dans la microfibre. À usage normal, tiens, j'en profite. À usage normal, espérance d'une microfibre dans une collectivité avec une utilisation quotidienne de l'ordre de 8 mois. Dans 8 mois, paf, c'est parti. Un textile, ce qu'on appelle une cotonnade, c'en est une, hein, un torchon de cuisinier d'autrefois, ça, c'est de l'ordre de 27 mois. Donc, moins de 1 an pour la microfibre, presque 3 ans pour ça. Le sable. Du sable dans le bac à sable. Oui. Voilà pourquoi certaines collectivités ont fermé certaines activités tant intérieures que extérieures, justement parce qu'on a des substrats, le sable en fait partie, hein, qui sont impossibles à entretenir et par là même à désinfecter. Bon. On m'a signalé également dans le domaine de la petite enfance des tapis de sol anti-coup, dits anti-chute pour les bambins qui commencent juste à marcher. Et notamment, voilà pourquoi beaucoup de collectivités, des groupes municipaux, ont enlevé les tapis anti-chute faits en tartan, par exemple, parce que c'est tellement microporeux que c'est impossible pour l'instant à désinfecter. Donc le sable, c'est pas gagné d'avance. Emmanuel revient sur les livres en disant ici les livres sont couverts. Oui, mais juste après, elle nous dit que c'est une plaisanterie. Non, c'est pas la même personne. Ah, c'est pas la même. Ah, pardon. Non. Bon, il y a toujours les pages, il y a quand même des pages au livre. Oui, mais à ce moment-là, si on ne peut pas mettre une barrière physique, tout à l'heure je parlais du blister plastique translucide, si on ne peut pas mettre une barrière plastique à la consultation et qu'on est obligé de travailler en contact direct, en tournant les pages, etc., c'est pas à l'usager de prendre la précaution, c'est au gestionnaire du système documentaire de retirer de son fond documentaire le livre qui a été consulté aujourd'hui, de le laisser en jachère d'utilisation pendant les 24 heures qui arrivent pour pouvoir le réintroduire par la suite. Je vois que Élodie va nous quitter. Madame, merci pour le temps que vous nous avez consacré. À très bientôt, je l'espère. D'autres questions? David, en restauration, on a toujours des questions. Allez, par solidarité masculine, posez-nous une question quand même. Et vous pouvez ouvrir votre micro. On sera content d'entendre votre voix aussi. David est timide, on ne l'entend pas. Hélène, je n'ai plus de retour. Non, oui, parce que j'attends que les questions arrivent. Est-ce qu'on a traité toutes les questions au fur et à mesure ou au tout début, n'y aurait-il pas des questions qui seraient passées à la trappe? Non, je pense qu'on a traité toutes les questions. Ah, je vois peut-être Voilà, peut-être parler là. Oui, voilà. un invité mystère, donc je ne sais pas de qui il s'agit. Ah, attendez, il y a une question. C'est Bruno qui nous dit « Je n'ai aucune question ». Merci Bruno, c'était une bonne intervention. Merci Bruno.
Bon, après, c'est vrai que ça fait plusieurs séquences que nous faisons, que nous avons envisagé des prolongements à ces interventions sur la désinfection et des points de contact et autres, puisque là, on voit qu'on va un peu au-delà des points de contact, qu'on comprend bien que ça rentre dans vos préoccupations. Peut-être, Jean-Yves, peux-tu présenter ce que nous avons l'intention de proposer si les collectivités nous en font la demande? Parce que nous avons imaginé, si vous voulez, au fur et à mesure des séquences qui ont été mises en place, ça nous a donné des idées de prolongement, et avec les questions que les uns et les autres vous nous avez posées, enfin vous avez surtout posé à Jean-Yves Estoup, cela nous a donné les idées de vous proposer des focus sur des points particuliers. Voilà. Et donc, notamment, l'intervention sur la désinfection des véhicules qui a été source de plusieurs réflexions et qui pourraient nous permettre de faire plusieurs développements sur des points particuliers. Mais là, Jean-Yves, je te laisse le présenter. Bon. Je suis pas sûre. Pardon. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Allez-y, bougez pas, on n'est pas très possible de prendre la parole. N'hésitez pas. Alors, madame, je vois que vous parlez, mais vous n'avez pas ouvert votre micro. Il y a le petit micro qui est barré, certainement. Voilà. Voilà. Alors, la question, c'est sur la désinfection des feutres, des crayons de couleur, des crayons à papier, parce que les crayons à papier sont en bois, quoi, donc on ne peut pas désinfecter. D'accord. Juste avant que tu répondes, Jean-Yves, je voudrais, comme vous ne vous êtes pas identifié, pouvez-vous me dire votre nom, que je puisse faire votre attestation de présence, et vous peut-être deux plutôt qu'une? Marie-Rose. D'accord, vous êtes inscrite Marie-Rose Maisonnet. D'accord. Il y a une autre personne avec vous, est-ce que c'est quelqu'un, une stagiaire aussi? Non, c'est la secrétaire de mairie, Mireille Osson. D'accord, merci. Marie-Rose et Mireille, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai besoin, vous allez m'aider à pouvoir vous répondre. Lorsque vous me posez la question des feutres et des crayons, par exemple, quel type de public? C'est en groupe scolaire? Paternel, oui. D'accord, bon, ok. Là, c'est différent. Alors, je vais d'abord faire une non-réponse à Marie-Rose et ensuite, je vais lui répondre. Effectivement, tous les petits ustensiles de type stylo, feutre, Velleda, j'en passe, c'est des meilleurs, sont de fait des points de contact. C'est quelque chose que l'on va manipuler sans forcément s'en servir. Voilà, là, ça me calme. Et puis ensuite, négligemment sur mon bureau, mon assistante vient, va le prendre et le mettre à la bouche. Oui, par exemple, David, vous avez raison. Donc, de fait, ça, c'est des points de contact à élire obligatoirement au statut de point de contact. Ensuite, vous avez les points de contact et points de contact. Jusqu'à présent, vous aviez une salle de classe dans laquelle on avait des feutres négligemment posés sur la réglette du tableau. Ça, stop. On va mettre à disposition un jeu de feutres pour Marie-Rose, qui est l'institutrice, et à Jean-Yves, qui est l'instituteur. C'est-à-dire qu'on va peut-être multiplier par deux les feutres, mais Marie-Rose aura ses feutres qu'elle gérera. Et Jean-Yves aura ses feutres que je gérerai. Ok. La même chose pour les étudiants, les élèves, les lycéens, les collégiens. Aujourd'hui, on leur demande d'avoir en dotation leur matériel. Et on ne se prête plus le stylo que je me mets là, tiens, tu peux faire un dessin avec. Bon. Ça, c'est possible dans le monde et dans la sphère des adultes. Dans l'enfance et dans les tout petits, c'est moins facile. Bon. Donc, au lieu d'avoir une dotation individuelle, on va passer sur le traitement des surfaces. Or, ici, on va jouer sur le côté intéressant de la matière. Un stylo peut supporter sans aucun problème, même s'il est bourré de petits recoins, d'un coup d'essuyage. Alors, c'est vrai que c'est long et fastidieux, surtout quand vous avez une classe avec 40 feutres à faire dans la journée. Je suis d'accord avec vous. Bon. En ce qui concerne ce qu'on appelait autrefois les crayons bois, sincèrement, vous me diriez, je mets
le crayon HB a trempé toute une nuit dans l'eau, je vous dirais stop, demain il n'y a plus de crayon. Là, on est vraiment sur un processus rapide d'essuyage. Ça peut suffire. Voilà ce que je peux vous répondre, Marie-Rose. Oui. On nettoie le crayon à chaque enfant parce qu'ils utilisent. Alors, je ne vais pas dire on nettoie le crayon à chaque enfant, je vais dire on nettoie chaque crayon. Oui. Donc, oui. D'accord. En revanche, ce qui est important, là aussi, tiens, c'est une question, vous me faites penser à une question qui m'a été posée récemment. On va essayer de limiter l'emport des trousses et des crayons à la maison. Oui. Voilà. Demander, par exemple, aux familles à ce que les stylos dont leur enfant a dotation, le stylo rouge, le bleu, peu importe, restent statiques dans le groupe scolaire sur sa table. Oui. Et que le soir, ils ne repartent pas avec, dans un sac pas forcément toujours propre, que l'on va mettre dans un bus pas forcément toujours propre, ou dans le coffre de la voiture, etc. etc. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'on va essayer de ségréguer les lieux où le stylo va terminer son espérance de vie. Oui. Ai-je répondu à votre question un peu? Oui, alors le problème, c'est aussi, on a des cahiers de correspondance aussi. Donc, tous les jours, j'ouvre le sac des enfants et je sors le cahier de correspondance. Je le remets dans le sac et je passe au suivant. Alors, est-ce qu'à chaque fois, il faut que je me désinfecte les mains entre chaque cahier, chaque sac? Dans l'absolu, la réponse oui. Ou au moins se désinfecter, sinon d'avoir un bon processus de lavage hygiénique. Alors, c'est une question que l'on ne nous a pas posée aujourd'hui. Je vais vous expliquer quelque chose. Qu'il ne soit pas retenu que j'ai dit que j'étais contre le gel hydroalcoolique. Je n'ai pas dit ça. Mais il peut vite avoir une limite sur une utilisation non raisonnée sur un laps de temps suffisamment long. Un virus, qu'est-ce que c'est? La Covid-19, c'est un virus. Et les virus ont ceci de particulier, c'est que si je devais vous le schématiser, alors on le voit tous les soirs dessiné dans les spots publicitaires du ministère de la Santé. Grosso modo, c'est une sphère, c'est une cellule, c'est une boule, mais qui a pour propriété, moi, j'ai un derme qui me sépare du contact avec mon environnement, c'est ma peau. Un virus, c'est une membrane. Et cette membrane, elle a une particularité, bien connue des cuisiniers, puisqu'elle est lipidique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corps gras. Ça va? Si je commence à utiliser un produit détergent, un savon est un détergent, je vais commencer à agresser le virus tout simplement par le simple contact de sa membrane avec le produit détergent. Et on sait très bien que quand on est agressé, généralement, c'est qu'on a passé la vie à trépas. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux avoir régulièrement un lavage de mains, un détergent dermatologique, c'est-à-dire un savon, d'accord, plutôt que d'utiliser à tire-larigot un produit de type gel hydroalcoolique, pour lequel on sait qu'il y a des alcaloïdes à l'intérieur, c'est-à-dire de l'alcool, qui sur du long terme n'est pas forcément recommandé pour la vie de notre peau, si vous préférez. D'accord? Donc, je réponds, Marie-Rose. Est-ce qu'à chaque fois que je vais utiliser un carnet de correspondance, je dois me désinfecter les mains? Désinfecter, oui, à loisir, mais au moins se laver les mains, c'est pas mal. Oui, mais alors se laver les mains à chaque fois que... Oui. D'accord, donc ça fait quand même beaucoup de fois dans... Oui. Maintenant, après, Pardon. Allez-y. Je vais prendre la parole. Après, est-ce que c'est pas plutôt à l'enseignant de trouver une autre solution pour essayer d'enlever ces cahiers de correspondance? C'est peut-être d'abord là qu'il faut trouver la solution. Alors, oui. C'est la solution que l'on a au niveau des groupes scolaires, des collèges et des lycées aujourd'hui, où les cahiers de correspondance support papier sont quasiment aujourd'hui inexistants, ils sont dématérialisés. Ça peut. Mais ensuite, si l'on revient, tu as parfaitement raison, Bruno, et je suis content que tu sois revenu. Non, mais je suis toujours là, c'est que j'ai coupé parce que j'ai un problème de réception. Ah bon, d'accord. J'ai du mal à t'entendre si tout est ouvert.
Oui. Maintenant, les carnets de correspondance, moi, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils transitent, Marie-Rose, tous les soirs de l'instituteur, pardon, du professeur des écoles à destination des familles et demain matin, il revient, ou est-ce que c'est avec une fréquence basse de l'ordre de une fois par semaine? Tous les jours. Tous les jours, d'accord. Bon. Oui, oui, oui. Donc, tous effectivement, les soirs, ça peut poser. Tous les soirs, ils reviennent à la maison et les parents trouvent les informations sur cet outil de communication. D'accord. Voilà, oui. D'accord. Si je suis silencieux, c'est parce que là, c'est peut-être aussi au niveau des pratiques qu'il va falloir se servir de la Covid pour pouvoir instiller des pratiques différentes. Oui, oui, oui. D'autres questions? Il vaut mieux toujours agir en amont sur le risque plutôt que d'avoir des mesures ensuite par la suite. Voilà, il vaut mieux intervenir en amont, donc effectivement trouver peut-être avec l'enseignant un autre moyen de communiquer avec les familles. Tout à fait. Après, c'est la même chose pour les feutres. Nous, dans notre école, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attribué des pots de crayon pour chaque enfant. Et chaque enfant a son pot de crayon. Alors, effectivement, le nombre de crayons est limité, mais du coup, l'enfant a sa dotation de crayons et de stylos. Voilà. Oui. C'est exactement ça. Même si ce n'est pas forcément toujours facile à faire, ce que l'on cherche par votre exemple, Bruno, c'est à limiter le risque de contamination croisée. Que le stylo rouge de Bruno termine dans le pot de crayon de Jean-Yves ce soir et réciproquement. Oui. Voilà. Ensuite, les enfants, si on les sensibilise avec des mots simples, ils peuvent comprendre qu'ils ont leur stylo et que si on doit le prêter, on va d'abord demander à l'instituteur ou à l'institutrice si on veut le faire. La réponse sera certainement oui, mais avec une réponse différenciée pour chacun d'entre eux. Concernant les outils de communication, alors là, j'ouvre non pas un débat, mais pour lequel Marie-Rose et votre collègue, vous pouvez trouver un élément de réponse, d'adaptation par rapport à votre problème de cahier de correspondance. Dans certains établissements scolaires, et j'y travaille, donc je suis bien placé pour le dire, certaines pratiques, et notamment au niveau des livrets scolaires. Alors, livret scolaire, carnet de correspondance, hein, c'est kiff-kiff, c'est toujours un support papier relié dans lequel on va écrire quelque chose. Il y a des expériences un petit peu sympathiques, c'est-à-dire que plutôt que de remplir un carnet qui de toute façon est en papier, eh bien systématiquement, on va s'imprimer un tout petit carnet sur lequel, si on a besoin de communiquer, on va donner cette fiche à l'enfant pour que les parents prennent connaissance le soir. Là, ça évite d'avoir, là, j'avance, je recule, le flux, le reflux d'un document qui passe entre vos mains le soir arrive à la maison chez les parents, ils en font ce qu'ils veulent, et qui demain matin va vous revenir après avoir été utilisé et tourné par des mains dont on ne peut pas garantir le côté sanitaire. Ça peut. Oui. Alors, ce n'est pas forcément à l'avantage de la planète, c'est bon pour l'industrie papetière, c'est vrai, mais ça peut être une adaptation momentanée. Ça peut être une idée, Marie-Rose. Oui, oui. À la cantine aussi, quand on sert les enfants, par exemple, bon, on a désinfecté nos mains, on prend une assiette, on sert l'enfant, après on passe à l'assiette suivante. Mais l'enfant, il a aussi touché son assiette, par exemple. Est-ce qu'à chaque fois qu'on sert un enfant, il faut passer un peu de gel sur la main pour prendre l'assiette suivante ou Alors, certains de mes collègues vous diraient oui. Je crois qu'à un moment, il ne faut pas non plus… Alors, pardon, je ne sais pas si cette partie sera gardée au montage ou pas, mais je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'absurdie. Oui. Sinon, le premier service à la cantine, vous commencez à 9 h du matin et le dernier portionnaire, il va manger sa tranche de jambon à 18 h 30. Hein, oui. Bon, voilà. Oui. Je crois qu'il faut aussi rester dans une gestion raisonnée de notre problème de la Covid. À partir du moment où… voilà, bon, vous avez compris, vous êtes pétri de bon sens, madame. Voilà pourquoi aujourd'hui, des services ne se font plus forcément au plateau pour certains ou à l'assiette pour d'autres. On peut très bien jouer avec une saine alchimie entre le premier et le deuxième.
Moi, ça ne me gêne absolument pas, mais là, c'est l'HACCP, hein, David, qui parle. Moi, ça ne me gêne absolument pas que l'on adapte sur l'hygiène alimentaire, l'hygiène Covid-19 en général. Ça ne me gêne absolument pas que l'on ait un plateau de service avec 6 portionnaires, avec 6 enfants autour de la table, à partir du moment où c'est toujours le même outil de service qui est utilisé par les enfants. Et non pas la fourchette de l'homme qui sert à aller piquer en contiguïté le steak haché du deuxième. Bon, voilà. Oui. Mais ça, c'est du bon sens. Oui, oui, oui. D'accord. Et toujours en relation avec les enfants, Emmanuel pose la question des risques liés à l'utilisation des désinfectants sur les objets touchés par les enfants. Oui. Le liquide hydroalcoolique peut-il abîmer la peau? Pardon. Et dans le prolongement, sur le liquide hydroalcoolique, est-ce qu'il peut abîmer la peau? Alors, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de recul dans l'utilisation importante des gels ou des liquides hydroalcooliques sur la réaction dermatologique. Bon. On suspecte qu'une utilisation, je vais dire, industrielle en grosse quantité et avec une fréquence très importante, de toute façon, ne fasse pas forcément du bien au derme. C'est pour ça que, tout à l'heure, je vous ai donné comme information, enfin, point de réflexion, il vaut mieux un bon lavage de mains avec un savon, aussi souvent que de nécessaire, plutôt qu'une immersion quasiment quotidienne, 24 heures sur 24, j'exagère, avec un produit qui, de toute façon, est à base d'alcool. Ça, c'est du bon sens, ça paraît logique. Depuis que les Sumériens ont découvert la vertu de la détergence, c'est-à-dire il y a 3500 ans maintenant, si le savon était dangereux pour la santé humaine, ça se saurait. Le gel hydroalcoolique, rendez-vous dans 3500 ans. Non, pour être sérieux, aujourd'hui, on a des remontées de suspicion, effectivement, de problèmes dermatologiques chez les soignants, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est normal, eux, ils utilisent le gel hydroalcoolique 100-150 fois par jour, voilà, dans des gestes invasifs ou des gestes soignants. Bon, on a, statistiquement parlant, on est actuellement en train de faire exploser les stats de remontée de soignants qui ont des problèmes dermato. Concernant les éventuelles émanations, alors, là, il y a 2 questions en une, à vrai dire. Concernant les éventuelles émanations, perturbations endocriniennes de l'usage intensif des produits désinfectants au sol et sur les surfaces. L'utilisation raisonnée d'un produit désinfectant pour une surface, là, je ne suis plus sur un produit désinfectant dans le domaine d'un point de contact, hein, on est bien d'accord. Mais on se reverra peut-être, Emmanuel, dans un autre focus. En règle générale, les produits, certes, ils ont un degré d'agressivité et ils sont faits pour agresser, pour tuer, pour désinfecter. Mais ces produits, avant d'être mis sur le marché, il y a des études qui sont faites. Et si l'on respecte scrupuleusement ce que l'on appelle le cercle de Skinner, je vais vite fait vous étayer. En règle générale, les produits ne se peuvent pas présenter de caractère de nocivité reconnu pour l'humain qui l'utilise. Ces cercles de Skinner, je vous rappelle que tout produit doit d'abord être utilisé en toute connaissance de cause de à quelle température je l'utilise, le comment je l'utilise, à quelle dose je l'utilise et pendant combien de temps je lui fais faire effet avant d'éliminer. Voilà. Je vais vous prendre un exemple que l'on rencontre très souvent dans nos collectivités. On est pétri de principes faux. Le premier principe, c'est plus j'en mets, plus ça va faire effet. Pour l'apéritif, peut-être. En hygiène, c'est rare quand ça fonctionne comme ça. Deuxième principe, c'est plus c'est chaud, plus ça va être efficace. Absolument pas. Tout à l'heure, je parlais des produits chlorés, la javel en particulier. La désinfection, son point optimal
pour pouvoir avoir une efficacité en désinfection, c'est 10 degrés. Donc, même si vous utilisez de l'eau froide sortie de votre robinet bleu dans votre cuisine, qui est à 15, 16, 17 degrés, déjà on est trop haut pour avoir une désinfection optimale avec le chlore. Bon. Donc, si effectivement, je m'inscris comme étant un agent qui utilise à double dose, dans des locaux non ventilés, sans porter forcément mes EPI, avec de l'eau chaude pour un produit qui ne faut surtout pas arriver en point de vaporisation, alors effectivement, là, on peut se poser la question des émanations nocives pour l'utilisateur. Mais en règle générale, les produits utilisés selon les recommandations du fabricant ne présentent pas sur du long terme de dangerosité reconnue. Il y a 5 ans de cela, notre République a retiré du marché, je ne dirai pas les noms, mais je sais qu'ils étaient utilisés chez certains d'entre vous, puisqu'ils étaient utilisés dans mon établissement. La République n'a pas défailli en retirant du marché national certains produits qui étaient potentiellement dangereux. On ne le savait pas il y a 20 ans, aujourd'hui on l'a su, ben stop, on a arrêté, ou on les a modifiés, pour qu'ils soient moins, voire même pas du tout. Pourquoi favoriser les produits éco? Certes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une gamme de molécules dans tous les domaines, que ce soit la détergence, le dégraissage. Je vois David, les produits en cuisine et aux normes HACCP, on en sort un nouveau tous les 3 mois, je vais dire. Que ce soit les produits désinfectants, que ce soit les produits virucides, les bactéricides, que ce soit les sporicides, que ce soit les détartrants, etc., etc. Aujourd'hui, on a à peu près 42 000 références de produits différents. Les uns en pulvérisateur, les autres en pastille, les troisièmes en gel, les quatrièmes ils sentent une senteur florale, etc., etc. Bon, voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une explosion dans l'industrie chimique du champ de possibles par rapport aux produits, on va dire, ménagers, d'accord, même s'ils sont utilisés à des fins professionnelles. Donc, on va favoriser les produits éco, certes, pour une raison très simple. À partir du moment où on peut, à quasiment efficacité égale, trouver les moyens de pouvoir enlever des molécules qui rentrent dans la constitution d'un produit, molécules qui sont potentiellement sur du long terme dangereuses, alors on va favoriser les produits éco-certes. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, est-ce qu'il y a 100 ans de ça, dans les collectivités où vous travaillez, mesdames et messieurs, on avait toute la batterie des 42 000 produits en référence? Non. Et pour autant, les générations se sont transmises. Nos grands-parents ont fait du propre dans les collectivités avec le peu qu'ils avaient. En revanche, c'était moins difficile pour eux à s'orienter dans la forêt de références de produits possibles et imaginables. Dans les produits éco-certes, on en a beaucoup moins. Voilà. Tu as vu, Hélène, comme ils sont sages aujourd'hui. Il nous reste une dizaine de minutes. Avez-vous d'autres questions? Alors, je vais revenir. Je ne vous abandonne pas. Ah, attends. Merci pour vos remerciements, Véronique. Bon courage pour la reprise du travail. Pour le nettoyage des Alors, Emmanuel, recommandation, oui, concernant les nettoyages des piscines, c'est quelque chose qui nous est remonté en tant que point de questionnement et centre d'intérêt dans un autre focus. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous allons, si Hélène, tu es d'accord, faire un petit groupe spécifique, un focus spécifique, parce qu'on a effectivement plusieurs cas particuliers. Alors, je n'ai pas dit que la piscine est un cas particulier, mais en termes de chimie des produits et chimie de l'eau, là, on ne peut pas s'autoriser à faire n'importe quoi, sinon on va vider les 500 mètres cubes du bassin. Donc, je pense qu'on va, dans quelques jours, éventuellement, certainement, être amené à se revoir
en faisant quelque chose de spécifique dessus. Hélène? Oui, j'étais en train de regarder puisque nous avons d'autres rendez-vous de l'actualité et j'étais en train de regarder si ce thème de l'eau de piscine n'était pas déjà prévu. Mais oui, je crois que on l'avait prévu, mais que nous n'avons pas eu assez de monde pour le mettre en place. Voilà. Mais donc, essayons une nouvelle fois. On va essayer une nouvelle fois, voilà. Alors, c'est fou, j'ai la sensation que nous nous sommes rencontrés il y a juste un quart d'heure et je me rends compte qu'on arrive au terme de nos 120 minutes. Donc, ce que je peux dire, c'est que dans le cadre de ces rendez-vous de l'actualité en Limousin, vous venez de participer donc à ce petit point de rencontre entre nous qui avait vocation d'être un focus, un approfondissement sur les points de contact. Dans la même thématique de formation, c'est-à-dire dans l'entretien du bâtiment et dans l'hygiène en particulier, sachez que d'autres modules peuvent venir enrichir par des modules complémentaires. C'est ainsi qu'actuellement, nous sommes en train, pour vous, de travailler sur différents modules que je vous invite à découvrir. L'hygiène en collectivité, avec 3 modules différents. La connaissance des produits, avec savoir lire et savoir chercher et trouver la bonne information en tant qu'usager ou en tant qu'agent gestionnaire sur la fiche technique. La même chose concernant apprendre à lire, à mettre en application les données capitalisées dans la fiche de données de sécurité. L'utilisation en sécurité des produits d'entretien ou et de remise en état. Le stockage des produits. La petite maintenance du matériel d'entretien. Juste un petit mot sur cette thématique-là, tout simplement parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'en hygiène, il y a un principe de base qui dit qu'on ne fait pas de propre avec du sale. Elle est jolie cette phrase, Hélène, elle me plaît bien. Oui. Le nettoyage à sec, oui, alors ça c'est des problématiques qui nous sont posées par certains de nos gestionnaires de collectivités qui ont des parcs automobiles et pour lesquels une voiture va descendre, faire 100 km ce matin, va revenir, va être prêtée à quelqu'un d'autre. Donc là, effectivement, là, il n'y a pas un point de contact en particulier. La voiture est un point de contact à elle toute seule. Donc, comment peut-on traiter? Le 22 juin, d'ailleurs, l'après-midi, 14h30, 16h30, nous avons une séquence sur le nettoyage et la désinfection des véhicules qui ne traitera pas forcément et pas complètement du nettoyage à sec, mais des différents points de contact à l'intérieur des véhicules. Tout à fait. Donc, ça intéresse les personnels des services techniques, mais même de restauration quand vous faites des livraisons et des portages de repas. Tout à fait. Mais ça peut t'intéresser toi aussi, Hélène, pour ta voiture. Oui, tout à fait. La remise en état de l'habitacle d'un véhicule de collectivité, quelque chose qui nous est demandé de plus en plus parce qu'effectivement, aujourd'hui, on nous parle des éco-gestes, les éco-gestes, éteindre la lumière, les éco-gestes, etc., etc. Mais très souvent, les véhicules de collectivité, on pourrait aussi commencer par leur utilisation raisonnée et raisonnable. Le détachage des surfaces textiles, par exemple. Et dans tous les cas de figure, permettez-moi à aller top chrono 3 minutes de la fin de notre connexion, de vous remercier toutes et tous pour l'intérêt que vous avez manifesté, vos questions, le chat, mais déjà tout simplement votre présence avec nous. Et surtout, je terminerai par une recommandation qui est très sincère. Prenez soin de vous et de vos proches. Jean-Yves, excuse-moi, nous avons une dernière question qui arrive juste sur le fil. Bon. C'est bien parce que... en fait, sur la... Tu peux faire la dernière question, hein, c'est sur l'utilisation de la vapeur pour nettoyer le sol. Pardon. N'y a-t-il pas de risque de projection de microparticules en nettoyant à la vapeur? Parce que je t'entends très mal. Je relisais la question. Si, mais je pense en avoir parlé. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, lorsque j'ai fait le geste avec mon stylo de
de la gravité terrestre, nécessairement, je peux traiter du sac en hauteur ou en élévation, mais avec tout le risque de ne pas le propager ailleurs et au sol en particulier. Donc la réponse est soyez vigilants par rapport à ça. Si, bien sûr. Ok. J'apporte une précision. Vous allez recevoir... Pardon. Donc nos collègues de l'ARC et de l'INRS ont raison. Pour clore la séquence, je vous précise que vous allez recevoir le document de Jean-Yves Estoupe, sans PowerPoint, voilà, avec votre attestation de présence. Je vous remercie pour votre connexion et pour toutes les questions que vous nous avez posées, parce que je reconnais que c'est très enrichissant et que cette formule qui est un essai, mais qui est particulièrement riche dans les questions que vous nous posez. Je remercie Jean-Yves pour l'animation de cette séquence et puis je vous dis à très bientôt. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Merci À Jean-Yves. très bientôt. Au revoir. Merci.